Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence. Je remercie Alain Laume pour l'organisation de cette table ronde. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 20e édition de Cité Philo pour nous interroger dans le cadre du thème « La République et l'universel » des rapports de Rousseau et du républicanisme. Rousseau est en effet une référence constante, un point de repère central de la tradition républicaine, à tel point qu'on pose très spontanément ensemble la République, le contrat social et Rousseau, comme si Rousseau était l'un des pères fondateurs, au moins spirituels, de la Révolution et de la République. Rousseau est donc une figure tutélaire incontournable dès qu'on s'interroge sur la République, et ce, tout d'abord, parce que l'on doit à Rousseau une définition puissante qui a fait date de la République. Je la rappelle rapidement, au contrat social, au livre 2, chapitre 6. Rousseau nous dit « J'appelle donc République tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. » Il y a ici un point déterminant dans cette définition, c'est la place centrale de la loi. Là où je suis soumis à des lois, je suis libre, car je ne suis soumis à aucun maître. La République est bien cette forme politique où l'ensemble des citoyens, par la volonté générale, est l'auteur des lois auxquelles il se soumet ensuite. La dépendance de tous à l'égard d'une législation commune est la condition même de la liberté politique. Ce principe de la souveraineté populaire, du peuple souverain, est sans doute l'une des pièces maîtresses du républicanisme. Et l'on comprend bien pourquoi Rousseau a été une référence constante lors des débats pendant la Révolution et par la suite dans l'histoire républicaine du 19e et 20e siècle, dans l'histoire de l'idée républicaine en France, pour reprendre le titre très célèbre de l'ouvrage de Claude Nicollet, publié en 1982. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples et l'on peut aussi facilement poser une filiation directe entre Rousseau et le républicanisme. Dès la Révolution, il est vrai qu'une très grande partie des républicains se sont réclamés de Rousseau, mais en s'écartant, voire en trahissant, c'est une des questions que nous pourrons nous poser, de la philosophie politique rousseauiste. Les révolutionnaires, en effet, actent le principe d'une souveraineté nationale représentative, et on sait à quel point Rousseau est très fermement opposé à la représentation politique. Les rapports entre Rousseau et la tradition républicaine sont donc extrêmement complexes, polémiques et souvent critiques. Et le problème se redouble si l'on constate qu'il n'y a pas une tradition républicaine homogène, mais des traditions républicaines à prendre dans un sens pluriel. Donc par-delà ces questions sur l'héritage complexe et problématique de Rousseau dans l'histoire du républicanisme, nous pourrons sans doute aussi nous interroger à nouveau sur ce concept de république. La république, la res publica, cette chose publique, est ce qui constitue le commun entre les citoyens, le commun de la communauté. Ce commun républicain, si l'on peut dire, est très certainement en crise aujourd'hui, ou en questionnement, et comment en penser le contenu ? Peut-on trouver dans le rousseauisme des éléments déterminants pour penser la République et le républicanisme aujourd'hui? Pour éclairer ces points, et bien d'autres très certainement, j'ai l'honneur d'accueillir à cette table Céline Spector, professeure à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste de philosophie politique, dont le dernier ouvrage « Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison » est paru il y a peu, très récemment, et qui a également publié « Au prisme de Rousseau, usage politique contemporain », donc publié en 2011 aux éditions de la Voltaire Foundation. Et Patrice Canivet, professeur à l'Université de Lille 3, spécialiste également de philosophie politique, et qui a notamment publié chez Vrin « Qu'est-ce que l'action politique ?» et chez Hatier « Éduquer le citoyen ». Je signale également une table des livres qui est à votre disposition à la fin de la table ronde. Je laisse donc, dans un premier temps, la parole à nos deux intervenants. Tout d'abord, Céline Spector.
Merci beaucoup, merci aux organisateurs. Alors je voudrais commencer en rendant hommage à quelqu'un qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, Bruno Bernardi, qui a énormément travaillé pour les études rousseauistes depuis 20 ans et qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut pas être parmi nous, mais j'espère que malgré tout on pourra aborder ces théories au fur et à mesure de cette séance. Alors je voudrais essayer pour commencer disons, de distinguer 3 niveaux de questionnement sur la question des rapports entre Rousseau et le républicanisme. Tout d'abord, c'est la première question, et Anne Morvan l'a rappelé, Rousseau était-il lui-même républicain ? Quel type de républicanisme a-t-il défendu à un moment où, dit-on, il n'y avait pas de tradition républicaine en France ? La deuxième question que je voudrais poser, c'est celle de l'héritage ou du legs de Rousseau au moment de la Révolution française d'une part, et au XIXe siècle, ensuite, au moment de la fondation de la Troisième République. Enfin, et ça sera le 3e niveau de questionnement, qu'est devenu Rousseau aujourd'hui dans ce courant très important qu'est le néo-républicanisme, dont par exemple Philippe Petit est l'un des promoteurs principaux. Il en a été apparemment question hier soir. Donc voilà 3 niveaux de questionnement. Rousseau était-il républicain et en quel sens ? Quel est son legs à l'histoire de la Révolution et au XIXe siècle ? Et enfin, quel est son héritage aujourd'hui ? Alors je vais commencer par la première question. En quel sens peut-on dire que Rousseau était républicain ? Alors c'est une question qui a l'air très simple, mais qui en réalité est très controversée. Et on trouve aujourd'hui des interprétations totalement opposées sur cette question. Alors je vais essayer de résumer en 2 mots les parties en présence. D'un côté, on place Rousseau au cœur du dispositif républicain. C'est la position de Jean-Fabien Spitz. Rousseau est le premier grand républicain en France. C'est lui qui a inventé l'idée républicaine pour la France. Et je vais évoquer dans un instant des arguments qui peuvent aller en ce sens. Et de l'autre côté, en effet, Bruno Bernardi, qui, pour sa part, considère que Rousseau n'était pas républicain. Alors, en un sens que l'on pourrait ensuite, bien sûr, tenter de préciser, notamment parce qu'il ne répond pas aux critères qui ensuite ont été développés par la tradition républicaine. Alors si on revient au texte de Rousseau lui-même, et pour l'essentiel au contrat social, il me semble qu'il faut souligner 5 points majeurs si l'on veut essayer de déterminer dans quelle mesure Rousseau était républicain et en quel sens. Tout d'abord, premier point, Rousseau a posé le principe intangible de la souveraineté populaire. Ça, c'est le point fondamental. Seul le peuple peut être souverain. Et en cela, évidemment, Rousseau, disons, transposait ce qui était le schéma hobbesien de la souveraineté. Donc Thomas Hobbes, au siècle précédent, avait défini la souveraineté comme une indivisible et absolue, mais il la remettait plutôt au monarque ou éventuellement à une assemblée. Rousseau transpose ce principe de souveraineté, une indivisible et absolue, mais il la transporte dans le peuple, et seul le peuple peut être légitimement souverain. La définition que tu rappelais de la République témoigne de cette transposition. Alors pourquoi seul le peuple peut-il être souverain ? Parce que finalement, seul le peuple peut légitimement élaborer des lois, et le peuple ne peut être libre, au sens de autonome, que s'il obéit aux lois qu'il s'est lui-même prescrites. C'est la définition de l'autonomie par Rousseau dans le contrat social. Je ne suis autonome que si j'obéis aux lois que je me suis moi-même données. Donc voilà le premier point, la souveraineté populaire. Deuxième point fondamental, Rousseau a défini la République à partir d'une théorie du contrat, et ce n'est pas sans importance parce que d'autres républicains, entre guillemets, ne sont pas contractualistes. On pense par exemple à Machiavel. Machiavel n'avait pas de théorie du contrat. Donc Rousseau est le premier philosophe politique à conjoindre une théorie complète du contrat, comme il y en avait chez Hobbes, chez Locke, et une théorie, une défense de la République. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On peut dire qu'il conjoint vraiment ces 2 perspectives qui jusqu'alors étaient séparées. Et ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont il définit le contrat social a laissé des traces, tout au long ensuite du XIXe siècle et même du XXe siècle. Il définit le contrat social comme une aliénation totale. Aliénation totale de chacun, avec tous ses droits, à toute la communauté. Donc le contrat, c'est l'acte par lequel un peuple devient un peuple, et c'est l'acte par lequel, finalement, chacun donne tout ce qu'il a
toutes ses possessions qui ne sont pas encore des propriétés, mais aussi sa force, sa puissance, sa liberté naturelle. Il la donne à un collectif qu'il contribue par là même à créer. Ça, c'est le second mouvement, l'aliénation totale au fondement de la République. Troisième élément qui me paraît important, Rousseau a compris que pour défendre la liberté politique, il fallait aussi défendre l'égalité. Alors bien sûr, ce n'est pas le philosophe à avoir compris que les deux concepts devaient s'articuler, loin de là, mais il est sans doute celui qui a poussé à l'extrême cette articulation. Il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité. Donc si la liberté et l'égalité, comme il le dit, sont les deux fins de tout système politique légitime, toute république doit viser la liberté et l'égalité, c'est notamment parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté véritable sans une certaine égalité qui ne soit pas seulement l'égalité des droits, politiques et civils, mais également l'égalité des conditions, l'égalité relative des conditions, c'est-à-dire finalement un État où personne n'est capable d'acheter certains citoyens et où les autres ne sont pas obligés de devoir se vendre. Donc une situation où l'indépendance matérielle peut fonder l'autonomie politique. Donc ça, c'est le troisième point, l'articulation liberté-égalité. Quatrième point qui me paraît important, le rôle de la vertu. Alors là aussi, c'est un point très controversé justement entre les interprétations concurrentes. Rousseau a-t-il défendu la vertu civique? A-t-il défendu le patriotisme? En réalité, c'est une question plus délicate qu'il n'y paraît, mais il y a un texte crucial du contrat social qu'il faut rappeler ici, où Rousseau se démarque de Montesquieu, qui était son mentor. Alors, pour la petite histoire, Rousseau a commencé, sa carrière à Paris en tant que secrétaire d'une dame de la haute société qui s'appelait Madame Dupin. Et en 1745, alors qu'il était modeste secrétaire, il a recopié minutieusement, de manière manuscrite, la totalité de l'esprit des lois de Montesquieu. Et nous avons conservé ces notes avec les commentaires de l'esprit des lois à Bordeaux. Et donc, Rousseau connaît par cœur l'esprit des lois. C'est vraiment son texte de base, de référence. Néanmoins, il y a vraiment certains points où il se distingue massivement de Montesquieu, et notamment le fait que Montesquieu avait relégué la République à l'Antiquité, pour l'essentiel. La démocratie, c'est avant tout la démocratie antique, c'est avant tout Rome, Sparte, Athènes. Tandis que Rousseau espère quand même penser un régime républicain qui puisse aussi être pensé à certains égards pour les modernes. Et donc, la vertu, c'est le point crucial de désaccord entre Montesquieu et Rousseau. Parce que, pour Montesquieu, la vertu, c'est la passion dominante de la démocratie antique. La vertu politique, l'amour de la patrie, l'amour des lois, l'amour de l'égalité, de la frugalité, c'est ce que toute cité antique doit avoir pour se conserver. Et Rousseau transpose cette vertu qui était circonscrite par Montesquieu à la démocratie antique, il la transpose à tout État républicain. Tout État républicain, dit-il, doit reposer sur la vertu. Et donc sur le civisme, sur le fait de préférer l'intérêt public à son intérêt particulier, sur le fait d'être capable d'être dévoué à la chose publique, au détriment de l'ambition personnelle, de la cupidité, etc. Donc cette idée de Montesquieu qui était circonscrite et pour Montesquieu reléguée à une chose du passé, la République pour Montesquieu c'est une chose du passé pour l'essentiel, devient chez Rousseau au centre du dispositif. Cinquième et dernier point, qui sera très bref, Rousseau signe jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain moment où il rompt avec sa ville natale, il signe citoyen de Genève. Rousseau signe citoyen de Genève et c'est bien en tant qu'il connaît l'histoire de Genève, la Genève calviniste, qui a été refondée à partir des institutions de Calvin, qu'il pense le républicanisme. Donc le républicanisme de Rousseau, c'est une forme, alors c'est là aussi très controversé sur les sources genevoises, etc., mais c'est quand même d'abord et avant tout le modèle calviniste, austère, frugal, qui est au centre, de l'attention, même si évidemment Rousseau pense beaucoup aussi à Rome, à Sparte, etc. Voilà, les 5 points qui me paraissent importants. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas à faire de Rousseau un républicain, le terme est trop vaste, et surtout, je voudrais d'emblée, dans ce premier moment, mettre en garde contre 3 mésinterprétations possibles de sa pensée. En tout cas, 3 choses étonnantes et paradoxales. Premier point étonnant, Rousseau est un penseur absolutiste. Alors, il est à la fois républicain, comme on vient de le voir, mais en même temps, c'est un penseur absolutiste. C'est-à-dire qu'il transpose totalement la vision hobbesienne de la souveraineté
en la donnant au peuple, mais sans renoncer au caractère absolu de la souveraineté, et surtout en insistant sur le caractère infaillible de la volonté générale du peuple. Et ce caractère infaillible, évidemment, a été l'objet de nombreuses discussions. La volonté générale est toujours droite, elle ne peut jamais errer, elle est toujours inaltérable et pure. Donc évidemment, cette vision de la volonté populaire comme volonté infaillible et absolue, dès lors qu'elle s'exprime dans les bonnes circonstances. Donc premièrement, Rousseau est un penseur absolutiste, et non pas, comme on le dit traditionnellement dans la tradition républicaine, un défenseur de la constitution mixte. Il ne défend absolument pas la constitution mixte, le partage des pouvoirs, etc. Deuxième point, Rousseau n'est pas un démocrate. Là aussi, beaucoup de contresens ont été commis. Rousseau ne défend pas la démocratie comme forme de gouvernement. C'est étonnant. Il considère que la République, c'est une forme de souveraineté. C'est la forme générale de l'État et des institutions. C'est le pouvoir législatif qui doit appartenir au peuple. Mais en revanche, l'exécutif, lui, peut parfaitement être remis à une aristocratie élective, comme il le dit, c'est à ses yeux la meilleure forme de gouvernement, ou même à un monarque. Une monarchie peut être parfaitement républicaine. Et Rousseau va même plus loin, il dénonce la démocratie comme forme de gouvernement, c'est-à-dire comme forme d'État où le peuple exerce le pouvoir au sens du pouvoir exécutif. Et il dit c'est une forme de gouvernement éminemment corruptible qui en fait ne conviendrait qu'à un peuple de Dieu et certainement pas à un peuple d'hommes. Sans doute elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Troisième et dernier point, Rousseau n'est pas révolutionnaire. Alors là aussi, c'est surprenant. Rousseau est sans doute l'un de ceux qui a le mieux prophétisé la Révolution française. Dans l'Émile, il y a cette phrase incroyable. Pour la petite histoire, on nous l'a fait enlever d'un colloque qu'on a fait à l'Assemblée nationale il y a 3 ans, au moment du tricentenaire de la naissance de Rousseau, parce qu'apparemment, elle était encore un peu trop subversive, entre guillemets. Nous approchons l'état de crise et le siècle des révolutions, donc dans l'Émile. Alors, Bruno Bernardi vous l'aurait raconté, on lui a fait retirer de l'affiche. Donc, voilà, Rousseau prophétise la Révolution, il sait qu'il y aura des changements, des bouleversements de conditions, mais il n'y est pas personnellement favorable. C'est-à-dire que chaque fois que Rousseau évoque la possibilité d'une révolution des grandes monarchies européennes, d'Ancien Régime, il dit « ça va être sanguinaire, ça sera des grands bouleversements, bains de sang ». Lui-même n'y est pas du tout favorable. Donc pour lui, la République convient à des petits territoires, à des populations homogènes, égalitaires, mais pas aux grandes monarchies européennes. Et à l'époque, c'était ça, la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Alors, voilà pour le premier point. En quel sens Rousseau est-il républicain? Très succinctement résumé. Alors maintenant, dans un second temps, je voudrais demander, finalement, si Rousseau a des rapports si complexes avec le républicanisme, comment se fait-il qu'il soit devenu le véritable mentor de la Révolution française, d'une part, et d'autre part, le véritable mentor de la Troisième République. Alors avec des nuances qu'il va falloir apporter. C'est quand même étonnant, cet auteur a été choisi parmi tout le canon des philosophes français, mais aussi anglais, de l'époque, comme le législateur de la Révolution française. Et dès le début de la Révolution, même si Montesquieu était fondamental au début de la Révolution française jusqu'en 91, jusqu'à la chute de Varennes, etc., la fuite de Varennes et la chute de la monarchie, néanmoins, Rousseau était au centre du jeu, sans hésitation. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu être approprié de cette façon? Alors, tout d'abord, il faut bien penser que le contrat social a été non seulement approprié par l'élite, par les aristocrates qui en ont débattu à la Convention, à la Constituante, mais aussi par le peuple. C'est-à-dire que le contrat social a été transformé. Il a été transformé dans des almanachs, dans des recueils de maximes. Des femmes même ont porté des slogans, fait des manifestations avec des slogans de Rousseau écrits sur des banderoles. Il a été popularisé sur des cartes à jouer. C'est-à-dire que Rousseau est devenu véritablement populaire au sens fort du terme. Il a été connu du peuple. Et donc sa popularité a été d'emblée immense. Et de très nombreuses sections sous la Révolution se sont faites appeler section des amis de Jean-Jacques Rousseau, section du contrat social, etc., etc. Donc il a été populaire très tôt, et en même temps il a été très controversé d'emblée, c'est-à-dire que non seulement il a été approprié par les patriotes, et ensuite par les montagnards et les jacobins, en particulier par Robespierre bien sûr, mais il a aussi été approprié de l'autre côté par des aristocrates. Il y a une brochure célèbre pendant la Révolution, Rousseau aristocrate,
très étonnant, où on faisait au contraire de Rousseau un défenseur des privilèges de l'aristocratie, enfin une lecture évidemment à contre-courant. Voilà, donc il a été réapproprié de tous les bords, même si évidemment c'est la République jacobine qui l'a mené le plus loin, Robespierre, le culte de l'être suprême, le minimum en particulier avec le prix du pain, hein, tout ça est évidemment tiré directement de Rousseau, la religion civile, etc. Alors, quant à l'influence, je vais très très vite, hein, on pourra y revenir bien sûr dans la discussion, quant à l'influence de Rousseau sur le républicanisme français lui-même. Alors là, les choses sont assez complexes, très délicates à dénouer hein, dans le cours du XIXe siècle, mais si on se situe au moment de la fondation véritable de la République, c'est-à-dire la Troisième République, hein, parce qu'en 1848 c'est vraiment éphémère, eh bien on s'aperçoit que Rousseau est réapproprié de manière très contradictoire là encore. Très contradictoire, c'est-à-dire qu'il est porté au nu et idolâtré par les uns, et au contraire conspué au nid par les autres. Alors ceux qui véritablement haïssent Rousseau et ne pensent qu'à le déshonorer, sont ceux qui considèrent que sa philosophie est dangereuse pour la liberté. Et ils reprennent un certain nombre de critiques qui n'ont eu de cesse d'être répétées au XIXe siècle depuis Benjamin Constant. La théorie de Rousseau est liberticide, il porte atteinte aux libertés individuelles, l'État est omnipotent chez lui, la volonté générale est infaillible, la souveraineté populaire n'a pas de limite. Hein, toutes ces critiques, finalement, convergent pour faire de Rousseau une sorte d'apprenti despote. Et on dit évidemment, à cause de Rousseau, la faute à Rousseau, hein, à cause de Rousseau, on a eu la terreur. Parce que Rousseau aurait joué un rôle, via Robespierre, dans le comité de salut public. Donc Rousseau, ancêtre de la terreur, c'est quand même lourd à porter. Donc voilà pour ceux qui, en quelque sorte, essayent de le discréditer. Mais de l'autre côté, il a aussi ses partisans. Et je voudrais juste le dire en deux mots, hein, sans rentrer dans le détail des différents acteurs. Rousseau a été porté au nu par un certain nombre de républicains qui considéraient qu'il avait forgé la Déclaration des droits de l'homme. Et donc Rousseau, en tant que père fondateur des droits de l'homme, avec Montesquieu aussi, hein, il faut bien le dire, a été aussi porté au nu. On lui a fait une statue au moment du centenaire. Et Rousseau est devenu l'enjeu d'un combat politique pour les défenseurs de la République. Il faut s'imaginer qu'en 1912 encore, au moment du bicentenaire de la naissance de Rousseau, il est né en 1712, eh bien, il y a des combats de rue au nom de Rousseau. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les camelots du roi et de l'autre les partisans de la République. Les camelots du roi conspuent le métèque, Rousseau le métèque, et les partisans de la République disent « Vive la République, vive Rousseau ». Donc son nom est si intimement lié à la Constitution de la République française qu'on se bat physiquement en son nom. Alors bon, on pourra entrer ensuite plus dans les détails, mais voilà pour dire à quel point l'enjeu est brûlant au moment de la Constitution de la République. Alors j'en viens juste en deux mots pour conclure au troisième et dernier point, c'est-à-dire la situation aujourd'hui. Qu'en est-il de Rousseau dans le néo-républicanisme ? Et pour l'essentiel, aujourd'hui, le néo-républicanisme, c'est Philippe Petit, dont le livre Républicanisme a eu un succès mondial vraiment de très très grande ampleur. Alors, très bizarrement, Rousseau est minoré par le néo-républicanisme. On vient de voir qu'il était absolument constitutif de la formation du républicanisme français. Eh bien, dans le républicanisme à l'anglo-saxonne, entre guillemets, avec tous les guillemets qui s'imposent, Rousseau est quasiment absent. Ou alors, il est écarté de la tradition républicaine. Pour Philippe Petit, ce n'est pas un vrai penseur républicain. C'est un penseur populiste, parce qu'il aurait défendu justement la souveraineté absolue du peuple, la démocratie directe, alors que le vrai républicanisme, c'est la constitution mixte, c'est le contrôle des gouvernants par le peuple, mais pas vraiment la souveraineté du peuple. Et donc là, on a un constat tout à fait surprenant de voir Rousseau un peu mis sur la touche dans cette recomposition du paysage contemporain. Rousseau qui a été en quelque sorte minoré, voire oublié, même si ensuite il y a eu d'autres tentatives pour le réhabiliter. Alors je dis juste un mot pour conclure. Il me semble que cette minoration de Rousseau dans le républicanisme contemporain témoigne d'un profond malaise du néo-républicanisme. Je crois qu'il faut prendre cela comme un symptôme. Le néo-républicanisme a essayé de reconstruire une généalogie, une galerie des vieux ancêtres. Et dans cette galerie des ancêtres, il y a Machiavel, au fondement, mais il y a aussi, à certains égards chez Petit, Locke et Montesquieu, traditionnellement associés aux libéraux, et pas Rousseau. Et je crois que le fait que Rousseau ait été ainsi exclu
témoignent du fait que cette généalogie de la pensée républicaine doit être revisitée et témoignent peut-être à certains égards du caractère idéologique de la reconstruction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Céline Spector pour cet exposé très synthétique, très clair et très problématisé. Je laisse la parole à Patrice Canivet. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je voudrais donc m'inscrire dans la discussion en posant la question de la valeur du concept rousseauiste de la République pour nous. C'est-à-dire en quel sens ce concept peut être partiellement ou totalement repris et utilisé dans la réflexion contemporaine. Et donc en quel sens il a aussi plus largement une valeur universelle, ce concept de République. Et en même temps, l'arrière-plan de ce questionnement, c'est une espèce de malaise ou de réticence due au fait que le mot République, le rappel de valeurs républicaines dans les débats contemporains, en particulier en France, est fait souvent sous le mode un peu incantatoire, laissant penser qu'un certain nombre de problèmes que vous connaissez, problèmes sociaux, problèmes de sécurité, problèmes de conditions de vie, etc., trouveraient comme préalable à leur solution donc le rappel des valeurs républicaines. Ce qui n'est pas forcément faux, ce qui n'est certainement pas faux en réalité, mais le risque de l'incantation est connu de tous, et c'est un petit peu l'arrière-plan de mon interrogation sur la valeur pour nous du concept rousseauiste de République. Alors ce que je voudrais faire, c'est proposer 3 séries de remarques. Une première série de remarques touchant aux notions clés de la République telle qu'elle est, la République étant l'État fondé par le contrat social. Je serai rapide sur ce point parce que les choses importantes ont déjà été dites. Mais je voudrais, dans 2 autres séries de remarques, d'une part, attirer l'attention sur le fait que le civisme républicain doit être pensé en ayant en tête les différentes dimensions de la République chez Rousseau. La première, en schématisant à l'extrême pour lancer la discussion, c'est le rapport du citoyen à la loi et par conséquent la souveraineté populaire telle qu'elle s'exprime dans l'activité législatrice. Mais il y a aussi l'autre dimension qui est le rapport du citoyen à l'exécutif, c'est-à-dire au pouvoir gouvernemental. Donc ma deuxième série de remarques portera sur la question de la République et du civisme républicain, si on accepte cette formule par rapport à ces 2 aspects, et surtout par rapport au second aspect. Et puis la troisième série de remarques portera sur l'État républicain, l'État tel que le conçoit Rousseau, comme une réalité dynamique, c'est-à-dire en perpétuelle transformation, non pas quelque chose de statique et qui se perpétue une fois qu'il est fondé. Bon, bien sûr, personne n'adhère à cette idée, certainement pas Rousseau, mais chez Rousseau, c'est encore plus radical, puisque l'État, dès qu'il est né, vous le savez, commence de dépérir, et ça crée une espèce de temporalisation de la politique et de l'action politique, pour le coup, qu'il est intéressant de prendre en compte pour penser la question de la République et dans notre participation aux institutions républicaines. Donc voilà les trois séries de remarques. Et je commence par le premier point, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la République chez Rousseau et en quoi c'est important pour nous. Alors je ne vais pas, évidemment, répondre à cette question demanderait un propos très, très, très vaste et qui serait de toute façon insuffisant, donc je vais simplement pointer quelques points. Il est clair que chez Rousseau, il y a une espèce d'enthousiasme pour la notion de république, en tout cas pour les républiques à l'antique. C'est lié très étroitement à sa biographie, notamment à sa biographie en tant que lecteur de Plutarque et des historiens anciens. Et ça joue forcément un rôle. Mais au-delà du côté émotionnel de l'adhésion à la notion de république, il y a chez Rousseau une argumentation qui mérite d'être prise en compte et qui est pertinente pour la question que je voudrais poser. Et l'idée que j'ai en tête, c'est que la République chez Rousseau est la solution d'un problème. Ou si vous préférez, le contrat social qui fonde un État républicain, chez Rousseau, c'est la solution d'un problème. Et pour Rousseau, c'est la seule solution. Si le problème n'est pas résolu de cette façon, il n'est pas résolu du tout. Donc, il faut regarder quel est le problème central de la politique chez Rousseau pour se faire une opinion au sujet de son concept de la République. Et ce problème, en fait, il est double. Dans sa première formulation, celle du contrat social, c'est de concilier sécurité et liberté.
Alors de ce point de vue, il est parfaitement exact de dire, comme le disait Séné Spector, qui reprend en l'adaptant le schéma hobbesien, mais en faisant du peuple lui-même le souverain. Ça me paraît tout à fait juste. Ce qui me paraît spécifique, enfin l'une des spécificités de Rousseau dans cette reprise, c'est que la préservation de la sécurité ne peut pas se faire au détriment de la liberté, et la liberté sera pensée comme autonomie. Donc il s'agit de concilier sécurité et liberté. Et au fond, si on prend en sérieux l'argumentation de Rousseau, que je ne reprends pas ici dans son détail, partout où nous reconnaîtrons ce problème comme le nôtre, si on suit son argumentation, eh bien on doit aboutir à l'idée de la solution, et qui est une forme d'État républicain. Ce que je veux dire par là, c'est que la République n'est pas simplement une valeur à laquelle tous devraient adhérer chez Rousseau. C'est aussi une solution à laquelle tous devraient être conduits s'ils ont conscience du problème et si le raisonnement qui conduit à cette solution est considéré comme correct. Pour le dire encore autrement, les éléments normatifs dans le concept de République chez Rousseau sont quand même très étroitement liés à une démarche à caractère cognitif qui relève de l'analyse de la problématique politique centrale. Cela dit, il y a une autre formulation du problème politique chez Rousseau qu'on trouve notamment dans le début des considérations sur le gouvernement de Pologne, mais qu'on trouve également dans une lettre à Malesherbes, et qui est, dit Rousseau, le grand problème